L'année 2024 aura été une année riche en rebondissements, en émotions et surtout en surprises. Qui pouvait s'attendre à tout ce qu'on a vécu, quel que soit le domaine? Alors c'est pour ça qu'on se retrouve pour faire un retour sur 2024. Générique. Nom de Zeus. Alors on commence l'année avec Elisabeth Borne qui décide de partir, elle démissionne. C'est ciao. Et Attal, Gabriel Attal, est nommé Premier ministre le 9 janvier. Il faudra savoir que c'est le plus jeune Premier ministre. Donc il commence déjà avec la crise des agriculteurs dès le 16 janvier. Et là concrètement c'est un peu un ras-le-bol qui amène à une sorte de blocage des autoroutes. On a des panneaux qui sont retournés et surtout les grandes surfaces, les administrations qui sont saccagées on va dire, un peu dégradées. Parce que concrètement il y avait le Mercosur. Il y a aussi les conditions qui font que les agriculteurs français devaient faire face à des produits, on dit ok, on va importer des produits qui viennent d'ailleurs, qui sont pas de bonne qualité mais ils sont pas chers, face à nos produits qui eux sont meilleurs, peut-être un tout petit peu plus chers mais qui sont meilleurs à l'assiette. Il y a même eu une volonté de bloquer Paris à tel point que le gouvernement il faisait la sourde oreille. Il essayait d'être sur le terrain mais ça marchait pas autant que prévu. Et le 24 février, au Salon de l'Agriculture, faut s'en rappeler, il était très perturbé avec Emmanuel Macron qui était venu là-bas. Faut dire qu'à l'époque, avec Jacques Chirac, c'était pas la même ambiance à l'époque. L'année est passée, les agriculteurs, du coup, sont rentrés chez eux puisqu'il y a eu des pseudo-mesures. Et en novembre, ils sont revenus, mais ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas été aussi marquant qu'en début d'année. Et franchement, commencer l'année comme ça avec ce genre de crise, ça annonce de belles choses pour la suite. Entre janvier et juin, on va dire qu'il se passe quasiment rien. Plutôt le stress des JO parce qu'on a les Jeux Olympiques à préparer. On va y revenir, mais il y a beaucoup de choses niveau organisation qui sont à revoir. Et puis là, le 9 juin, ce sera un tournant pour l'année. Faut bien se rappeler de cette date-là. Le dimanche 9 juin restera un tournant dans la vie politique française. Puisque on a eu les élections européennes, ok. Le Rassemblement national de droite, avec Bardella en tête, 31,37% face à la Macronie qui a eu seulement 14,60% pour Valérie Rayer. C'est quasiment la moitié. Et Macron l'a mal pris, tellement mal pris que les résultats sont tombés à 20h. Et peu de temps après, à 21h, il s'est dit « Résultat européen, tant pis, on va dire que ça touche tous les Français. » Et voici ce que je décide. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Oui, parce que concrètement, c'est tous les 5 ans les élections législatives. Il s'est dit, ok, vous avez voulu faire ça, je vais me venger, et ce ne sera pas en 2027 la prochaine élection pour voter pour les députés de l'Assemblée, mais en 2024. Et au lieu de laisser comme en Allemagne, fin d'année 2024, l'Allemagne s'est dit, on va dissoudre, mais on vous laisse le temps pour les élections. Là, il a pris de court tout le monde, en disant, écoutez, très bien, on est le 9 juin, le 30 juin, on se fait le premier tour, et le 7 juillet, deuxième tour. Le premier tour, le RN est encore en tête, et là, entre les deux tours, on a la Macronie et le nouveau Front Populaire. Le nouveau Front Populaire, c'était l'alliance avec la France Insoumise, les communistes, les écologistes, le Parti Socialiste. Et là, le 7 juillet, 3 pôles quasiment identiques, avec la gauche, le centre et la droite, qui ont à peu près le même nombre de députés. Parce que le nouveau Front Populaire remporte 182 sièges, Ensemble 168, et le RN, dont les alliés avec Éric Ciotti. Éric Ciotti qui, franchement, a fait partie de ceux qui ont marqué la fameuse semaine. Parce qu'il y a une semaine, dans cette période-là, qui a été pleine de rebondissements. Tous les jours, il se passait un truc. Comme les feux de l'amour, plein de choses par rapport à ça. Tous les jours, ça n'arrêtait pas. Et le RN, en 2017, ils étaient 8 députés. En 2022, ils étaient 90. Ils ont gagné 82 députés. Et là, en 2024, 143 députés. Passer de 8 à 143, ce n'est pas rien. Donc voilà. Et entre les deux oppositions, Macron, il préfère nommer
Michel Barnier, membre des Républicains, qui était arrivé 4e. Ce parti-là est arrivé 4e aux élections. Mais bon, il décide de le choisir et il a 73 ans. Juste pour vous dire, en janvier, il nomme le plus jeune. Et là, en septembre, le 5 septembre 2024, il décide de nommer le plus âgé. Alors, il y a trois solutions. Soit il le fait exprès, soit c'est le hasard, ou soit il lui manque un neurone. Mais bon, là aussi, c'est à vous de choisir. Et le problème, c'est quoi? C'est que tout l'été, la France a eu un gouvernement démissionnaire. Parce que oui, Attal a donné sa démission, mais il fallait rester. Macron a dit, bon bah, on va attendre quand même que les JO se passent et tout, alors qu'on était la vitrine du monde. 5 milliards de téléspectateurs qui regardaient les JO. Comment on peut montrer qu'on a un pays fort, puissant, qui sait se montrer, qui sait s'imposer, alors qu'on n'a même pas un gouvernement? Ça la fout un peu mal. Mais bon, Barnier donc, il est Premier ministre le 5 septembre. C'était plus une coalition qu'une cohabitation avec Macron, on peut se le dire. Et son objectif principal, c'est de passer le budget 2025. Mais le 2 décembre, il active le 49.3. Du coup, on a une motion de censure d'habitude qui marche pas à quelques voix près. Là, 331 voix. La majorité absolue, là-bas, c'est 289. Donc là, c'est largement atteint. La motion est donc votée et il tombe le 4 décembre. Démission le 5 décembre. Il sera resté 3 mois pile. Et mesdames et messieurs, ce n'est pas fini puisque on termine l'année 2024 avec François Bayrou, nommé le Premier ministre. Bon, après, les rumeurs disent qu'il a mis la pression au président pour devenir Premier ministre. Et au final, il est devenu Premier ministre le vendredi 13. Alors, est-ce que c'est un signe du hasard? Là, vous pouvez le dire dans les commentaires. À vous de le dire dans la limite du raisonnable. Il met du temps à trouver un gouvernement, mais le problème, en fait, il est maire de Pau. Et il préfère aller à Pau plutôt que de soutenir les victimes du cyclone Chido qui avait attaqué Mayotte. D'ailleurs, petite parenthèse, une pensée à tous les Mahorais et à toutes les personnes de l'île qui doivent reconstruire les maisons, qui doivent tout gérer, qui doivent essayer de voir par rapport à leur famille les problèmes que ça a engendré. Donc une pensée à eux. Franchement, on est tous de tout cœur avec vous et on espère que vous allez vous en sortir. Et puis franchement, faut le faire, hein, parce qu'il a attendu le 23 décembre. Il est nommé le 13, mais il attend le 23 décembre, veille du réveillon et surtout jour de deuil pour les Mahorais, pour nommer son gouvernement. Donc c'était un peu la politique en France. Et quand on imagine qu'en 2025, pour les vœux, Macron a dit qu'il redonnerait aux Français, que c'est à nous de choisir, on peut se dire qu'il nous attend des choses. Il va se passer des choses cette année, 2025. Le conflit qu'on retiendra le plus, c'est Israël-Palestine. Parce que oui, même si ça dure depuis des décennies et des décennies, et ben concrètement, le conflit est devenu aussi majeur que Russie-Ukraine. Et les attaques étaient très destructrices pour se venger un peu des attaques du 7 octobre 2023. Lors d'un festival, c'est vrai qu'Israël avait été énormément touché. Ils se sont dit, on va pas se laisser faire. Netanyahou, le Premier ministre, a été aussi violent que possible. Il voulait pas se laisser faire, à tel point que même le 21 novembre, on lui a mis un mandat d'arrêt par la Cour internationale, mais ça n'a pas empêché de faire plein d'attaques, et surtout Gaza comme point clé où la population a été réduite, comme les habitations et tout le reste. Alors une hypothèse, peut-être une solution à 2 États, peut-être qu'il faudrait se battre indéfiniment, on ne peut pas savoir, on n'est pas à leur place, mais on compatit pour les personnes qui ont été un peu des victimes collatérales. À côté de ça, la Russie a été victime d'un attentat. Et là, tout le monde a commencé à accuser les autres. La Russie a accusé l'Ukraine, a accusé tous les autres ont accusé. Tout le monde s'est accusé. À côté de ça, on avait les 75 ans de l'OTAN. Et quand on parle de l'OTAN par rapport à la Russie et l'Ukraine, c'est assez important. C'est un espace majeur par rapport à la ligne rouge, par rapport à Poutine. Je vous rappelle que si l'Ukraine rentre dans l'OTAN et si un pays de l'OTAN essaie de venir en conflit, pour lui, il considère ça comme une guerre mondiale. Et puis,
L'événement aussi au niveau occidental, c'est les élections aux États-Unis. Là, on peut dire, ok, 2020 c'était Trump, Biden, ça va recommencer? Eh ben non. Parce qu'avec de nombreuses gaffes et plein d'égarements, donc le 21 juillet, Biden, il dit, c'est bon, je m'en vais, je me retire de la course. Et là, le 18 août, sa vice-présidente Kamala Harris, elle prend sa place. Et ça passe d'un duel Biden-Trump à Harris-Trump. Trump qui a failli passer la vie, je vous le rappelle, parce que le 13 juillet, il était victime d'un attentat et une tentative de meurtre lors d'un de ses meetings. Alors c'est juste l'oreille qui a pris cher, mais apparemment ça va mieux maintenant, à tel point que le 10 septembre, on a eu un petit débat présidentiel. Apparemment, certains mangent des chiens, certains mangent des chats, et ça fait beaucoup la tendance sur les réseaux. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating. Et puis le 5 novembre, Trump de retour. Il a été élu une nouvelle fois président des États-Unis et il va avoir son investiture au mois de janvier, donc à suivre dans les prochains jours. Et on termine l'année également avec la COP29 à Bakou. Malheureusement, c'était boudé parce que plein de pays trouvaient que c'était pas le meilleur endroit pour faire la COP. Mesdames et messieurs, c'est le moment de sortir le popcorn. On va parler de 3 catégories au cinéma. J'aimerais bien parler de 50 000 choses. On en aurait pour des heures et des heures. Alors, on a déjà en France le carton de l'année, le top 3, avec L'amour ouf en 3e position. Dedans, on y retrouve Adèle Exarchopoulos, François Civil. Et le film, il a fait 4 700 000 spectateurs. Ensuite, en 2e place, là, avec une star, Pierre Ninet, c'est Le Comte de Monte Cristo. Là, franchement, c'était épatant. Parce qu'on ne s'attendait pas à voir un film sur des mousquetaires, on va dire, qui arrive à hyper les gens. Et ben, ça a quand même réussi à faire 9,3 millions de spectateurs. Faut le faire quand même, mais pas autant que le film de l'année, qui a montré que on pouvait pas forcément rire des handicapés, mais compatir avec eux, comprendre un peu comment ils sont, comprendre comment ils agissent, avec Artus et un petit truc en plus. Et là, 10,8 millions de spectateurs. Vous vous rendez compte? Quasiment 11 millions de personnes. C'est pas dingue ça? Ensuite, aux États-Unis, on a dans le top 3. Alors là, c'est des films sortis en France. Et puis par rapport aux États-Unis, les films produits aux États-Unis mais qui sont sortis en France, on a La Planète des Singes avec 2,4 millions de spectateurs, Deadpool et Wolverine 3,7 millions de téléspectateurs, et puis un des plus marquants, c'était Dune, 2e partie, avec le fameux Timothée Chalamet, 4,2 millions de téléspectateurs. Et si on avait le 3e sujet, ce serait Disney. Les films Disney, on peut dire que 2024 a été un peu l'année des suites. Parce que si on avait 2-3 films à se remémorer par rapport à ça, on a eu le droit à Mufasa, le Roi Lion, en live action, qui change assez de la version initiale. Et puis on a aussi Vice Versa 2 et Vaiana 2. Qu'est-ce qui nous attend pour 2025 et les autres années à suivre? Au début, ils étaient contestés, détestés. On avait peur de ça. C'était les JO de Paris 2024. Concrètement, quand on repense à la situation, on se disait mais ça va être impossible. On va jamais être dans les délais. C'est inimaginable. Surtout quand on pense que Anne Hidalgo et la ministre Oudéa Castéra sont allés se baigner dans la Seine pour prouver que c'était bon. Alors que pendant l'épreuve des JO, il a fallu attendre et l'épreuve était repoussée de nage dans la Seine. On a quand même réussi à se faire une belle cérémonie avec de bons jeux, que ce soit des Jeux Olympiques ou Paralympiques. C'est vrai que le 26 juillet a été une date hyper importante. Cérémonie d'ouverture sous la pluie, mais 2 ambiances. D'un côté, on avait la polémique avec Philippe Catherine, la représentation de la scène, avec des personnes plus ou moins hommes, plus ou moins femmes.
Et puis des symboles un petit peu antéchrist, considérés comme antéchrist. Et puis de l'autre côté, on avait des moments de waouh, puisque la flamme olympique, je vous rappelle que dès son arrivée au port de Marseille, elle a fait tout le tour de France et des îles. Ça a été majeur. Et puis on a la fameuse Céline Dion qui a chanté l'hymne à l'amour. Côté champion, en France, on peut être fier parce qu'on a eu les frères Lebrun, tennis de table, Teddy Riner au judo et le fameux Léon Marchand et toutes ses médailles. Et c'est au mois d'août qu'il y a eu la clôture des Jeux Olympiques pour les prochains qui auront lieu à Los Angeles en 2028. On a eu du beau monde, dont la mère de Los Angeles, mais surtout Tom Cruise. Et niveau chanteuse, on a eu Angèle et Santa. Et puis maintenant, on est fan, que ce soit de la mascotte, que ce soit de l'esprit, que ce soit de la musique, la fameuse musique des JO. Et on commence avec TF1. TF1 qui s'est dit, ok, 2025, on fête nos 50 ans. Là, on va quand même se faire une matinale. Et c'est pour ça que dès le 8 janvier 2024, on les a retrouvés dans Bonjour, la matinale TF1. Prime time, ça vous fait penser à rien? Écoutez, la Star Academy avec Pierre Garnier qui devient le gagnant de la promo 2023. Il a réussi à être une des personnalités les plus écoutées en streaming. Toujours sur TF1, là c'est le midi avec Emilien des 12 coups de midi. Champion, je vous rappelle, depuis le 25 septembre 2023, lui il bat tous les records. Que ce soit avec les étoiles mystérieuses, que ce soit avec l'argent, que ce soit avec les participations, que ce soit partout, il a réussi à être premier dans toutes les compétences de ce jeu. Ensuite, France Télévisions. Alors, au niveau des jeux télé plutôt, on avait Slam, présenté de base par Cyril Ferraud. Là, c'était par Théo Curin. Théo Curin qui a fait une performance de dingue par rapport aux Jeux paralympiques. Et Théo Curin a montré qu'il n'y avait pas que les personnes valides qui étaient dingues dans le sport. On se retrouve avec Jarry, dans Tout le monde veut prendre sa place, l'émission concurrente des 12 coups de midi. Donc, cette émission présentée par Jarry, là, c'est Cyril Ferraud. Et Cyril Ferraud, il a essayé de se donner un fond, de se mettre dans toutes les émissions possibles, à tel point qu'on l'a vu sur France 2, le midi avec cette émission, le soir avec 100% logique, d'autres émissions comme The Floor, et puis sur France 3, on le retrouve tous les jours aussi avec Duel en famille, enfin plein de jeux à la fois sur la 2 que sur la 3. Pour Canal+, c'est les 40 ans. Et là aussi, ma vidéo peut vous aiguiller, vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment, vous expliquer l'évolution de la chaîne. Donc, après cette vidéo, de toute façon, le lien est en description pour aller accéder à cet épisode qui retrace 40 ans de Canal+. Pour M6, là, on se dit que, d'accord, il reste la cuisine, place numéro 1 des programmes. Le nombre d'émissions de cuisine sur M6 a été phénoménal. Mais c'est surtout le retour des jeux télé. Ils se disent, oui, écoutez, ça marche les jeux télé. Pourquoi pas y refaire? Même si c'était sur TF1, le juste prix avec Eric Antoine est revenu. Et on a même eu l'ouverture des castings pour la Roue de la Fortune qui sera aussi là en 2025 sur M6. Pour la TNT, là c'est plutôt des adieux, puisque l'Arcom, un peu les gendarmes de la télévision, ont dit que C8 et NRJ12 devaient cesser d'émettre en 2025. Concrètement, la télé se retrouve, les chaînes de télé ont un mandat de 10 ans pour pouvoir diffuser. Et l'Arcom a décidé, ils ont tranché, les autres chaînes peuvent émettre, mais C8 avec Touche pas mon poste qui a fait trop d'amendes, NRJ12 avec trop de rediffusions, pas assez de programmes nouveaux, pas assez d'inédits, les deux chaînes n'ont pas réussi à satisfaire l'Arcom à tel point que c'est ciao. Bon voilà, l'épisode est maintenant terminé et j'espère que ça vous a plu. Bonne chance et bon courage pour 2025 qui risque d'être aussi chargé en émotions que 2024. En attendant, j'espère franchement que ça vous a plu.
du très très lourd arrive, donc abonnez-vous, c'est hyper important pour ne pas louper la suite du contenu. Alors, c'était Nico, passez une bonne matinée pour les leftos, une bonne soirée pour les couches tard. Ciao.